Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 dans lequel on va s'intéresser aux séries temporelles. Donc je vais vous donner juste après la définition d'une série temporelle. Donc dans cet exercice numéro 2, nous allons considérer des séries de consommation et de revenus bruts disponibles, donc des ménages canadiens, qui sont exprimés en milliards de dollars canadiens. Et donc les données nous sont présentées dans le tableau que vous voyez affiché sur votre écran. Donc au niveau de la première colonne, nous avons les données trimestrielles, nous avons la fréquence des données, donc nous voyons qu'elle est trimestrielle. Donc les données vont du premier trimestre de l'année 97 au troisième trimestre de l'année 2006. Ensuite, pour chacune des années, nous avons les niveaux de consommation et de revenus correspondants. Comme vous pouvez le voir par exemple pour le deuxième trimestre de l'année 97, la consommation est égale à 507 milliards, tandis que le revenu est égal à 851 milliards. Donc je vais commencer tout d'abord par vous donner une définition des séries temporelles. Donc une série temporelle ou série chronologique est une suite de valeurs numériques qui représente l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps à un intervalle de temps régulier. Donc lorsqu'on parle d'intervalle de temps régulier, il peut s'agir d'une fréquence, de différentes fréquences. Les données peuvent être intrajournalières, par exemple si vous considérez les cours boursiers. Donc les données peuvent être journalières également, hebdomadaire, mensuel, par exemple si vous considérez les indices des prix à la production, tout ce qui est PMI, donc les données peuvent être également trimestrielles, vous n'avez qu'à penser au PIB qui est publié tous les trimestres, et après vous pouvez aussi avoir des données annuelles, par exemple si on considère l'inflation en 2020, en 2019, etc., etc. Donc après avoir donné cette définition, on va s'intéresser à la question numéro 1. Donc il nous demande de préciser la période d'étude, la fréquence des données ainsi que le nombre d'observations. Donc la période d'étude c'est très simple, elle s'étend, comme vous le constatez ici, du premier trimestre de l'année 97 au troisième trimestre de l'année 2006. Ensuite, donc la fréquence des données est annuelle, non trimestrielle, excusez-moi, parce que comme vous le voyez, on a 4 trimestres chaque année. Donc le nombre d'observations, donc on va le calculer comme suit. Donc on fait la différence entre, on va le nombre d'années, enfin on va commencer, excusez-moi, par calculer le nombre d'années complètes et calculer le nombre d'observations pour toutes les années complètes. Donc le nombre d'années complètes est égal à la différence entre la date finale moins la date de départ. Donc vous voyez que les années complètes vont du premier trimestre de l'année 97 au quatrième trimestre de l'année 2005, puisque l'année 2006 n'est pas une année complète parce qu'il lui manque le quatrième trimestre. Donc on fait tout simplement la différence entre l'année 2005 excusez-moi, et 97. On va rajouter 1. Donc ça va nous donner 9. Donc pourquoi on rajoute 1? Parce qu'en fait lorsqu'on va faire la différence entre l'année de fin et l'année de début, il y a une année qui ne va pas être prise en compte, donc on va rajouter 1 afin de la prendre en compte. Ensuite, on va calculer le nombre d'observations pour chaque année. Donc, étant donné que nous sommes en présence de données trimestrielles, nous avons 4 observations, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Donc, ensuite, dans un deuxième temps, nous allons calculer le nombre d'observations pour les années complètes. C'est très simple, c'est le nombre d'observations par année, qui est égal à 4, que l'on multiplie par le nombre d'années complètes, qui est égal à 9. Donc on obtient 36 observations pour les années complètes. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a également les observations de l'année 2006. Donc on doit rajouter 3 observations au nombre d'observations pour les années complètes. Pourquoi 3? Parce que les observations pour l'année 2006 s'étendent du premier trimestre au troisième trimestre de l'année 2006. Donc in fine, nous avons un total de 39 observations pour notre série temporelle. Donc maintenant on va passer à la question 2, dans laquelle on nous propose une figure qui représente l'évolution de la consommation et du revenu brut disponible au cours du temps. Donc en noir vous avez la série de revenus bruts disponibles et en gris, enfin oui, donc en moins foncé vous avez la série de consommation. Donc question que l'on nous pose, que peut-on déduire d'un tel graphique? Donc on voit que les deux séries semblent suivre la même évolution. Vous voyez que les deux séries augmentent, donc elles ont une tendance à la hausse.
Ensuite, deuxième point, donc c'est ce qui est noté, la série de consommation paraît moins volatile et augmenter moins vite que les revenus, car l'écart entre les deux courbes est plus important en fin de période. Donc vous voyez la série de revenus, elle est plus volatile, il y a certains sauts dans cette série de revenus, ici par exemple, ou ici, au cours du temps, alors que la série de consommation, elle est beaucoup plus lisse, donc elle augmente de manière régulière au cours du temps. Il faut juste que vous vous souveniez que les agents économiques cherchent à lisser leur série de consommation au cours du temps. Donc, et lorsque l'on voit ce graphique, dernier point qu'il faut rajouter, c'est qu'il existe sûrement une relation entre les deux variables. Dans la troisième question, on nous reporte le nuage de points du couple revenu-consommation. Donc, c'est-à-dire qu'on va représenter sur un graphique la consommation, enfin les séries de consommation et les séries de revenus. Donc la consommation en fonction du revenu. Donc on constate, donc on nous demande de commenter, donc on constate que le nuage de points est aligné autour d'une droite croissante et qu'il semble exister une relation très fortement positive entre la consommation et le revenu. Donc c'est ce qui est écrit sur cette slide. Donc d'après le nuage de points, il existe clairement une relation croissante entre les deux variables. En effet, on pourrait approximer ce nuage de points donc par une droite croissante qui passerait au plus près de chacun des points. Donc cette idée que l'on pourrait approximer le nuage de points par une droite croissante qui passerait au plus près de chacun des points, donc c'est le principe des moindres carrés ordinaires, donc que l'on va voir dans une prochaine vidéo. Donc on va passer à la question numéro 4. Donc en fait, si vous voyez tout ce que l'on a fait précédemment, c'est une analyse graphique de la relation entre la consommation et le revenu. Donc on a commencé par représenter les séries de consommation et de revenus pour voir est-ce qu'il y avait une relation entre les deux, puis on a fait un nuage de points pour confirmer les résultats du graphique de la question 2. Donc dans la question 4, donc je vais vous lire l'énoncé. Donc on cherche à expliquer la consommation par le revenu. Donc ici vous comprenez bien que la variable expliquée c'est la consommation alors que la variable explicative c'est le revenu. Donc l'estimation du modèle linéaire liant les deux variables donne C chapeau est égal à 74,6408 plus 0,5504 R. Donc C chapeau c'est la consommation estimée et R c'est le revenu. On nous demande de commenter cette relation de façon détaillée. Donc c'est très simple. Cette équation normalement doit vous faire penser à quelque chose que vous connaissez bien, parce que si vous regardez, on a la consommation qui dépend du revenu linéairement. Ce n'est rien d'autre qu'une fonction de consommation de type keynésienne, car nous constatons que le revenu, enfin la consommation dépend linéairement du revenu. Donc tout simplement alpha, donc qui représente l'ordonnée à l'origine, c'est la consommation incompressible, parce qu'on voit qu'elle est indépendante des variations du revenu, donc c'est consommation autonome ou incompressible, donc c'est-à-dire la consommation qui ne va pas dépendre des variations du revenu des ménages. Ensuite bêta chapeau, donc l'estimateur de la pente, donc qui nous donne la relation entre la consommation et le revenu, c'est très simple, c'est la propension marginale à consommer, qui nous indique la mesure dans laquelle, enfin le supplément de consommation engendré par une hausse du revenu d'une unité. Donc et si vous vous souvenez de la loi psychologique fondamentale de Keynes, lorsque le revenu augmente d'une unité, la consommation doit augmenter, mais dans une proportion moindre. Donc dans notre cas, on va voir en fait est-ce que la loi psychologique fondamentale de Keynes est vérifiée ou pas. Donc pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de regarder le coefficient estimé bêta chapeau. Donc on voit que bêta chapeau est inférieur à 1. Autrement dit, lorsque le revenu augmente de 1 unité, la consommation va augmenter de 0,51 unités. Donc si on suppose que la consommation et le revenu sont en log, tous les deux en log, donc une hausse du revenu de 1% va entraîner une augmentation de la consommation de 0,51%. Donc autrement dit, une hausse du revenu de 10% entraîne une augmentation de la consommation de 5%. Donc cette régression nous permet de valider la loi psychologique fondamentale de Keynes selon laquelle lorsque le revenu augmente, la consommation augmente dans une moindre proportion. Je vous remercie pour votre attention.